Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Une émission faite pour célébrer l'intellection. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter deux cargaisons de jeunes. Mais avant tout ça, plantons le décor dans le format, dans le concept Délivrez-vous. Place à la rubrique Temps Poème. Aujourd'hui, je m'en vais vous lire un poète irlandais. Je vais d'abord prendre un risque, vous lire sa poésie dans sa langue d'origine de travail, c'est-à-dire l'anglais. I kiss my hand to the stars, lovely asunder. Bon, mon anglais est mauvais, je vous lis ça en français. J'adresse un baiser aux étoiles, à l'exquis épars, clair stellaire où je le distingue, et je rayonne et j'exulte dans le tonnerre. J'adresse un baiser au couchant pommelé de prunes pourprées, car, encore que sous-jacent au prestige, au prodige du monde, son mystère doit s'imprimer, doit s'intimer. Aussi, je le salue, aussitôt que perçu, et je bénis quand je saisis. Mesdames et messieurs, il s'appelle Gerard Manley Hopkins, c'est l'un des meilleurs poètes de l'Irlande. Place maintenant à la présentation du premier de mes invités, un certain Salien. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Rencontrer l'autre et devenir soi, avec une préface de Mackenzie Oxel. Ce recueil de nouvelles est le résultat d'un concours destiné aux auteurs francophones, organisé par l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement IRAM en 2017, à l'occasion de ses 60 ans sur le thème « Rencontrer l'autre et devenir soi ». Des 379 textes reçus de 30 pays différents, 6 ont été sélectionnés par un jury d'auteurs. Et l'un des textes sélectionnés est l'œuvre d'un jeune haïtien qui s'appelle Joël Salien, qui est né en octobre 1991, qui se fait passer pour un garçon de 26 ans, mais qui a au fait 27 ans. Mais ce garçon nous a représenté valablement en France dans ce concours où il est parmi les heureux lauréats. Joël Salien, ça t'a mérité une invitation à Délivrez-vous. Comment vas-tu? Commençons par ça déjà. Oui, merci pour l'invitation d'Angèle Onéa. Et je salue tous les téléspectateurs, et spécialement Jean-Michel Madère, Joam, Fadelson. Tu vois, tu as ton arrière-train là. Oui. Rencontrer l'autre et devenir soi. Tu es donc parmi 6 heureux gagnants de ce concours qui a quand même réuni 379 textes. Dis-moi, quand tu écris ton texte, quand tu le proposes, étais-tu optimiste? Est-ce que tu te disais intérieurement, c'est peut-être possible que je sois parmi les gagnants? Lorsque j'ai terminé le texte, je me sentais très content du texte parce que
non seulement je prenais du temps à relire le texte pour apporter certaines corrections, et puis après, et je me suis dit peut-être que cette nouvelle-là aura une chance. Tu as donc été à Paris, tu as été reçu par les organisateurs du concours. Dis-moi, Paris, les musées, les bibliothèques, l'offre culturelle, c'était pour toi une belle expérience? Oui, c'était une belle expérience. Et puis, j'ai également eu la chance de rencontrer des anciens camarades à l'université qui sont allés étudier là-bas. Oui. Alors, parmi les autres lauréats, il y a un certain Kahn, Catherine Girbig, Jérôme Decoux, Sarah Goula, Éric Goyer, tous de nationalités différentes. Tu les as rencontrés également. Comment ça s'est passé cette rencontre? Dabakan, c'est un Sénégalais. Et puis les autres, ce sont des Français et des Françaises. Mais j'ai eu la chance de rencontrer seulement Dabakan et puis la première lauréate de la catégorie des moins de 30 ans et des plus de 30 ans et puis également la troisième, la finaliste de la catégorie des moins de 30 ans. La question classique, la question basique, Joël, comment ta famille a réagi, comment tes proches ont réagi? Voici notre Joël qui gagne un concours international. Alors, ils étaient très contents et lorsque je leur ai fait part de la nouvelle, ils étaient très contents. Notamment, j'ai un ami qui s'appelle Fiolaro, qui est également écrivain et il a reçu cette nouvelle-là avec beaucoup de joie, d'émotion, de même que ma mère, mon frère, Joam, ils étaient vraiment très contents. Ils étaient contents. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un ayant toujours écrit? Ou bien est-ce qu'à un moment dans ton déploiement existentiel, l'écriture a croisé ton chemin? J'ai commencé à écrire depuis l'âge de 13 ans. À ce moment-là, je prenais du plaisir à lire des contes, mais également, je n'avais pas toujours accès à des livres. Alors, je me rendais souvent et en fait, j'allais lire surtout des textes, des récits dans mes manuels scolaires et puis également des récits bibliques. Donc, tu me dis que tu n'avais pas accès aux livres. Oui. Pourquoi? Pas de bibliothèque dans la zone? Chez toi, il n'y avait pas de livres disponibles? Pourquoi tu n'avais pas accès aux livres? Oui, je pouvais consulter des livres seulement pendant les périodes scolaires. Je pouvais me rendre à la bibliothèque de l'école. Mais pendant les vacances, malheureusement, je n'avais pas accès aux livres. Alors, j'étais obligé de prendre des manuels scolaires, tout ça, pour effectuer des lectures. Comment tu as été informé de l'existence de ce concours? Ok, c'est un ami qui m'en a parlé, c'est Fiola Rock. Et puis, il y a eu aussi Bernie Paul qui m'a parlé de ce concours. Et puis, je suis allé sur le site, j'ai lu les règlements du concours. Et comme ça, je me suis dit, bon, le thème m'intéresse bien et j'ai participé. C'est quand même un thème très interpellateur. Rencontrer l'autre et devenir soi. C'est donc un thème qui pose d'emblée la problématique du rapport à l'altérité. Toi, comme jeune universitaire, toi, comme jeune auteur, quelle est ta définition de l'altérité? L'altérité, la façon dont j'aborde l'altérité, je l'aborde du point de vue de la différence, du point de vue de la tolérance. Par exemple, il est vrai qu'une personne peut être différente de vous, soit par exemple par rapport à sa religion, par rapport à sa philosophie, sa manière de penser, tout ça, mais il faut avoir un respect pour cette différence. Donc c'est prendre l'autre dans ce qu'il est, prendre l'autre dans sa vérité et aménager un espace de citoyenneté commune. Oui, c'est prendre l'autre dans sa dignité. Ça veut dire ce que vous recherchez d'abord. Et dans l'autre, ce que vous voyez d'abord, ce ne sont pas les différences, mais c'est d'abord la dignité. Mais ce qu'il y a de plus poignant dans ce thème, c'est rencontrer l'autre et devenir soi. Donc la rencontre avec l'autre nous permet de fonder notre propre identité, au fait. Oui, la rencontre avec l'autre nous permet de découvrir nous-mêmes également. Ça veut dire que, eh bien, c'est en rencontrant l'autre que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. C'est en rencontrant l'autre que vous allez découvrir votre véritable identité. Est-ce que tu penses qu'en Haïti, là maintenant en 2018, nous sommes face à ce problème de société? C'est difficile de rencontrer l'autre en Haïti.
Penses-tu que nous sommes toujours dans un rapport d'observation de l'autre? Nous sommes toujours dans une relation à l'autre qui est bardée de précautions. Il faut faire attention. L'autre peut toujours nous détester, nous haïr, nous vouloir du mal. Est-ce que tu penses qu'en Haïti, ce problème-là est important? Oui, quand on va rencontrer l'autre, on a parfois des idées préconçues. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Est-ce que l'autre n'a pas déjà un jugement? Et il y a tout un ensemble de conditions sociales qui sont à la base de ces réflexions-là. Par exemple, qu'est-ce que cette personne-là va penser de moi par rapport à mes conditions économiques, tout ça, par rapport à l'endroit d'où je viens, tout ça. Il y a un ensemble de réflexions comme ça. Ouais. On va maintenant entrer dans ta nouvelle. Il faut quand même que les téléspectateurs, que les téléspectatrices puissent goûter à ta plume. Tu écris, tu me demandes de te raconter ma vie. Pourquoi ma vie de merde t'intéresse-t-elle, baby? Je suis enfermé dans ma cellule, ou plutôt dans notre cellule. Je partage la cellule avec une vingtaine de gars. Je suis assis sur le bord de mon matelas, je regarde la télé. La chaîne 22, dis donc, diffuse des vidéos de tubes haïtiens, américains, jamaïcains et j'en passe, de la musique entraînante. De la prison étant, vous avez la radio-télévision Caraïbe. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Mais c'est quand même pas mal comme démarche littéraire que tu aies pu penser à chaîne 22 et que la chaîne 22 puisse te recevoir, dis donc. C'est quand même intéressant. Ouais. Ça se passe dans une prison déjà. Oui. Et c'est quelqu'un qui va recevoir une jeune étudiante en psychologie qui mène une étude. C'est donc cela la trame de ta nouvelle. Oui. Ça veut dire que dans cette nouvelle-là, je me suis inspiré de ma propre expérience en tant qu'étudiant. En fait, lorsque j'étais étudiant à la Faculté des sciences humaines, où je réalisais un mémoire de licence en travail social, je m'étais rendu effectivement dans ce qu'on pourrait appeler une prison pour mineurs. Mais en fait, le nom, c'est le Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi, c'est en Micole. Ouais. Et donc, tu avais côtoyé beaucoup de mineurs qui étaient incarcérés pour moult contraventions ou délits, quoi. Oui, par exemple, il y en a qui étaient incarcérés pour viol, il y en a qui étaient incarcérés pour vol, également pour association de malfaiteurs, tout ça. Il y avait plein de chefs d'accusation. Ouais. Sinon, dans ta nouvelle, c'est quelqu'un aussi qui retrace sa vie. Oui. C'est quelqu'un qui se retrouve en prison. On ne va pas dire pourquoi, les gens vont découvrir ça en lisant la nouvelle. Mais pour une pécadille, est-ce que tu es en train de dire qu'en Haïti, pour un petit rien, on peut perdre sa liberté et se retrouver en prison? Oui, oui, parce que j'ai rencontré effectivement des mineurs, par exemple, il y a des mineurs qui ont eu des relations intimes avec d'autres mineurs. Par exemple, un garçon qui a une relation intime avec une fille et puis malheureusement le parent, il est contre la relation. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir tout un scénario pour que cet enfant-là se retrouve en prison. C'est là où je salue ton imaginaire d'écrivain. Moi, je n'aurais jamais pensé à cela. Ça peut vraiment arriver que deux jeunes puissent développer des rapports sexuels entre eux et que des parents ne cautionnent pas la relation et accusent le garçon de viol et appellent la police et puissent le faire incarcérer. C'est quand même terrifiant comme scénario que les parents puissent faire ça à d'autres jeunes. Oui, et en fait, il y a un mineur qui a été effectivement victime de cette situation-là. Et j'ai rencontré aussi un travailleur social qui travaille à l'IBERS, l'Institut de bien-être social et de recherche, dans une section qui accompagne les mineurs en conflit avec la loi. Eh bien, lui aussi, il m'a dit qu'il a rencontré des cas similaires. Baby, tu sais, ma mère faisait beaucoup de sacrifices. Elle ne vivait que pour moi. Elle me nourrissait tant bien que mal. Je fréquentais une petite école du quartier. Pourtant, ses maigres bénéfices ne lui permettaient pas de payer mon écolage régulièrement. Parfois, j'étais renvoyé par la direction de l'école et je passais des semaines, voire des mois à la maison. Je passais 2 ans dans une classe, 3 ans dans une autre. C'est un peu à cause de cela que, malgré mes 17 ans, je suis dans une classe où j'aurais dû être lorsque j'avais 10 ans. Voici une situation de déperdition scolaire que tu mets en écriture qui, malheureusement, perdure ici en Haïti. Oui. C'est effectivement la situation des surâgés dans le système scolaire en Haïti. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants
qui aimeraient bien aller à l'école, qui aimeraient bien apprendre, mais malheureusement, étant donné que leurs parents n'ont pas suffisamment de moyens, eh bien, ils sont obligés d'arrêter, quoi. Est-ce que, Joël, toi qui es travailleur social de formation et qui écris en même temps, est-ce que tu ne constates pas que la littérature haïtienne dépeint trop le mal-être collectif de cette société? Et en fait, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que et l'écrivain, en fait, il est aussi sensible à ce qui se passe autour de lui. C'est pas parce que, en fait, il est vrai qu'il s'agit d'un choix aussi, mais quand même, c'est très difficile. Par exemple, quand on est intéressé par la question de la dignité de la personne humaine, c'est très, très difficile de ne pas s'intéresser au malheur, par exemple, qui vous entoure. Dans l'écrivain, il écrit avec pour matériau ce qu'il a dans son écosystème vital. Oui. Mais en même temps, tu as un personnage féminin dans ta nouvelle, et ce personnage ne parle pas. Pourquoi tu lui as fermé le clapet à cette jeune femme qui est psychologue, non? Oui. Ouais. Donc pourquoi tu lui as fermé la bouche? Pourquoi elle ne parle pas? En fait, ce personnage-là, c'est surtout l'écoute qui l'intéresse. C'est un peu, et ça a aussi rapport avec moi, par exemple. Parfois, il arrive que je participe dans certaines réunions, tout ça, et puis il y a des personnes qui disent « Ah, toi, tu ne sais pas parler, toi, tu ne parles pas. » Eh bien, c'est comme ça. Parfois, j'aime écouter. Eh bien, c'est comme cette étudiante-là. C'est quelqu'un qui est là aussi pour écouter. Ouais. Mais en même temps, ton personnage masculin, lui qui parle tout au bout de la nouvelle, il appelle cette jeune femme Baby. Oui. Pourquoi? Alors, Baby, il y a une partie dans le texte où il dit, eh bien, et Baby, c'est comme ça que j'appelle les personnes que j'aime, tout ça. Tu t'habitueras à cela. Ça veut dire que ça devient comme une sorte de leitmotiv dans son discours. Ça veut dire que c'est un apprentissage. Encore une fois, nous revenons dans la question de l'altérité. Ça veut dire que, eh bien, les personnes l'une des personnes qu'il a rencontrées, c'est un chef de gang qui l'a accueilli chez lui. Eh bien, il y a ça dans sa manière de parler. Et comme ça, ce personnage-là, il fait l'appropriation de cette façon de parler. Marilyn se releva. Elle était essoufflée. De la sueur dégoulinait sur son visage. Elle s'affala sur une chaise branlante. Je me redressai, appuyai mon dos contre le mur. « Où l'as-tu mis » cria-t-elle. Je ne répondis pas. Elle répéta la question avec plus de force. Elle m'avertit que je ne passerais pas la nuit dans la maison si je ne lui rendais pas la thune. Elle quitta le couloir. Je versais des torrents de larmes dans mes mains. Je me demandais pourquoi cela m'arrivait, de quel forfait étais-je coupable. Quelques minutes plus tard, Marilyn revint dans le couloir. « Dégage !» Elle me prit par le col de ma chemise, salit et me traîna à l'extérieur. « Va te faire foutre, voleur !» Est-ce que pour toi, il n'y a de littérature que dans le dit au premier degré? Que tu écrives la thune, rends-moi la thune, que tu écrives dégage, que tu écrives va te faire foutre, voleur, ça porte là une vision que tu as de la chose littéraire, de l'écriture. Donc est-ce que pour toi, la littérature qui fonctionne, c'est celle qui se déploie au premier degré du discours, du langage? Oui, et je m'intéresse aussi à la crédibilité du personnage. C'est-à-dire, j'essaie de voir comment le discours du personnage peut être crédible. C'est pourquoi j'essaie aussi de me rapprocher le plus du langage de quelqu'un qui pourrait vivre cette situation-là. Ça veut dire je me retrouve surtout dans le familier ici. Ouais, en effet, parce que ton personnage, dans la vraie vie, c'est comme ça qu'il parle. Oui. Donc du coup, c'était pour toi une façon de cristalliser ton personnage. C'est-à-dire que ces procédés élocutoires correspondent à sa psychologie. Oui, et ça aussi correspond à la crédibilité du personnage. Oui, ça fait ce que Aragon aurait appelé un certain mentir vrai. Dis-moi, quand tu écris, j'imagine que tu as écrit d'autres nouvelles que celle-là, Oui. quand sais-tu, parce que c'est quand même un genre littéraire très particulier, une nouvelle, quand sais-tu que ta nouvelle est à son terme? Et par exemple, il y a souvent une chute dans la nouvelle. En fait, la nouvelle, c'est ça aussi qui caractérise la nouvelle surtout. Non seulement c'est une histoire qui est très courte, c'est une fiction, mais il y a la chute. Dans la chute, qu'est-ce qui se passe? Dans la chute, eh bien,
Et le lecteur qui est en train de lire, eh bien, c'est comme si le lecteur, il est assoiffé. Il voudrait savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais malheureusement, ça s'arrête là. Par exemple, il y a des personnes qui lisent des nouvelles, eh bien, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que, c'est à ce moment-là, je voudrais savoir comment ça va évoluer, tout ça, et pourtant, ça s'arrête là. Ouais? Et c'est la chute. Il faut maîtriser la chute. Ouais, tout est dans la chute. Oui. Parce qu'au fait, c'est ce qui fait l'efficacité, la spécificité du genre. Il faut très souvent que la chute soit surprenante. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment le mot. La surprise. Ouais. Mais tu as beaucoup d'auteurs de nouvelles comme ça qui t'ont beaucoup marqué. Est-ce que quand tu écris, ta mémoire littéraire est au bout de tes droits? Et en fait, quand j'écris, même quand ce soit une nouvelle, souvent ce sont des romans qui viennent dans ma tête. Par exemple, lorsque j'écrivais cette nouvelle-là, je pensais un peu à un texte, en fait, à un roman de Lionel Trouillot, Yan Valou pour Charlie. Je pensais aussi à Alain Mabankou, Vers cassé. Je pensais à Demain j'aurai 20 ans de ce même auteur-là. Ouais, il faut dire que tu es un jeune écrivain qui lit. Est-ce que tu aurais aussi ça comme conseil pour beaucoup de jeunes qui regardent cette émission, qui aiment la littérature et qui voudraient écrire? Quel est le secret, Joël Salien? Oui. Je connais qu'il y a certains jeunes qui voudraient devenir écrivains, mais malheureusement, il y a un effort qu'ils ne voudraient pas faire. C'est de passer par la lecture. Parce que on ne peut pas décider de faire de la musique sans savoir écouter. Et pas écouter avec n'importe quelles oreilles. Ouais, et on ne peut pas non plus décider d'écrire un roman sans avoir jamais lu un roman. Je connais des personnes comme ça qui voudraient écrire des romans, qui voudraient écrire des nouvelles, pourtant, eh bien, elles ne vont pas lire. Ouais, ça c'est dommage. Petit, tu sais, je ne vais pas t'abandonner. À cause de Jésus-là, ta mère. Tu auras une place dans ma maison. Mais ce n'est pas seulement l'hospitalité que je t'offre. Je te donnerai aussi une formation. Je t'apprendrai à être un homme fort et redoutable. Je suis Paolo, l'un des chefs de ce quartier. Je vais fortifier tes muscles. Je vais former ton caractère. Si tu en avais un, tu n'aurais pas subi ces mauvais traitements. Chez moi, tu seras dans la bonne école. Pas ces écoles où les enfants étudient des trucs qui ne leur servent à rien. Chez moi, tu apprendras des trucs qui te seront utiles la vie entière. Si mon frère avait appris ces trucs, il serait encore en vie. Il aurait une belle gonzesse qui lui masserait les épaules et la poitrine tous les soirs. Il n'avait pas compris ce que vivre dans un quartier populaire veut dire. Qu'est-ce que vivre dans un quartier populaire veut dire, Joël Salien? OK, là, c'est le personnage Ouais. qui parle, en fait. C'est vraiment pas moi. Ouais, et en fait, par rapport à ce personnage-là, eh bien, et par rapport à beaucoup d'autres personnes qui vivent dans un quartier populaire, eh bien, quand on vit dans un quartier populaire, eh bien, il y a une manière de se comporter. Par exemple, on ne doit pas se montrer naïf, par exemple. On ne doit pas se montrer naïf, eh bien, et on ne doit pas faire, par exemple, il faut être intelligent, pas dans le sens haïtien du terme, si on veut dire. Et ça veut dire que quand on vit dans un quartier populaire, si on n'est pas agressif, eh bien, on sera la proie des autres. On sera broyé par des prédateurs. Ah bon? Il faut être agressif? Oui. T'es sûr? Si nous restons dans la logique de ce personnage-là, eh bien, être agressif veut dire quoi? Être agressif, c'est ne pas se laisser piétiner par les autres. Ne pas se comporter comme un saint. Ça veut dire que quand quelqu'un vous dit, eh bien, je ne suis pas d'accord, quand quelqu'un vous attaque, eh bien, il faut être capable de résister face à cette personne-là. C'est-à-dire, dans un quartier populaire, si le mec te met son poing dans la gueule, il faut répondre à son coup. C'est ce que... Dans la logique de ce personnage. Oui. Mais moi, j'habite en fait dans un quartier populaire, mais je n'ai pas ce comportement-là. Si un mec dans le quartier veut te défoncer la gueule, tu fais quoi, Joël? De toute façon, cela ne s'est jamais produit. Et si cela se pose, je vais essayer de trouver une entente par le dialogue. Ça veut dire, je ne vais pas utiliser la violence. Oui,
pas la violence, surtout la littérature. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui te regardent là et qui voudraient savoir, Joël, quelles sont tes lectures? Quels sont les écrivains qui t'habitent, qui te hantent? Dis-nous. Ah, et en fait, les lectures, elles sont vraiment diverses. Il n'y a pas que la littérature littéraire, si on pourrait dire. Certes, il y a Albert Camus, et il y a Albert Camus qui a écrit L'étranger, tout ça. Il y a, Aujourd'hui, maman est morte. oui, l'incipit. Ouais, ou du peut-être texte. hier. Oui, J'ai reçu un télégraphe de l'asile, mère décédée, enterrement demain matin. C'est magnifique comme incipit. Hein? oui. Et le style, Ouais. tout ça, c'est Donc, vraiment L'étranger magnifique. d'Albert Camus, c'est donc un livre que tu recommanderais aux jeunes qui regardent cette émission. Oui. Mais à cause, si tu veux, du style abrasif, coupant de Camus, ou par sa technique à construire des personnages qui sont dans un hors-temps. Quand tu prends Meursault, il est dans un non-temps Meursault. Oui, parce que quand on prend Meursault, effectivement, et on voit aussi la dimension philosophique du texte, l'absurdité. Un personnage qui ne se conforme pas aux convenances sociales. Ça veut dire que sa mère est morte, tout ça, eh bien, il est assis en train de boire son café, mais il ne pleure pas. Oui. Et puis le lendemain, il rencontre Marie, sa dulcinée, et puis il fait l'amour avec elle, tout Ouais. ça. Ouais. On a même l'impression qu'à un moment, ça le gêne que sa mère Oui. décède. Il doit laisser son travail, il doit aller aux funérailles. Au fait, c'est ça qui a gêné Meursault, au fait. Je ne sais pas si tu as vu passer Meursault contre-enquête. Non. C'est un autre livre que Kamel Daoud a fait pour dire à l'arabe que Meursault a tué sur la plage. Ah ben, cet arabe-là, c'est mon frère. Il a un nom. C'est magnifique. Donc, tu proposes L'étranger d'Albert Camus. Oui, je propose Quel autre aussi- livre tu proposerais? Et le discours de la méthode de René Descartes. Et comment ce livre-là m'a marqué? Eh bien, c'est surtout avec l'esprit critique. Et il y a beaucoup d'autres textes comme ça, par exemple le texte de Gaston Bachelard, La Ouais. formation de l'esprit scientifique. L'esprit scientifique, en fait, l'esprit critique, c'est une attitude qui vous dit il ne faut pas gober tout ce qu'on vous dit. Ouais. Il faut essayer de comprendre. Ouais. Il ne faut pas dire et oui à tout ce qu'on vous dit. Et puis le fameux cogito Ergo ergo sum, je pense donc je suis. Et aussi dans le discours de la méthode, eh bien, René Descartes, il participe à la fondation de tous les socles de connaissances, de tous les socles épistémologiques, quoi. Exactement. La façon d'aborder la connaissance. Oui. Bon, malheureusement, c'est un livre qui est étudié au secondaire. Bon, les professeurs ne sont pas très passionnés, donc ils ne voient pas ça très bien avec les élèves, mais c'est le discours de la méthode de René Descartes. Voici donc un livre majeur à lire. Oui. Et la... Je recommanderais également, et en Haïti, Jacomé, gouverneur de la Rosée, c'est C'est le classique. C'est le Tu sais, en classique. 2 ans d'émission, c'est le livre qui a été le plus recommandé sur ce plateau. Hein. Joël Salien, nous sommes à la fin de cet entretien. Rencontrer l'autre et devenir soi, un concours qui a rassemblé plus de 300 textes, mais reçus d'un peu partout à travers le monde. Tu fais partie des 6 lauréats sélectionnés par un jury d'auteurs. Mes compliments, autant le faire Merci, publiquement. D'Angelo. Ce n'est pas de la petite bière que de gagner un concours de la sorte, avec une préface de mon bon ami Mackenzie Oxel, qui a déjà fait son Délivrez-vous. Ce livre est disponible maintenant en Haïti. toujours pas, mais je contacte l'IRAM pour voir comment ce livre peut se retrouver. Mais en fait, il m'avait promis d'envoyer un stock de livres à Focal. Ouais, ah ben c'est déjà ça comme ça. D'autres jeunes de 25 ans, de 26 ans, de 27 ans, de 19 ans, de 15 ans vont pouvoir te lire. Mesdames et messieurs, Joël Salien, retenez bien ce nom. C'est une puissance qui monte dans le firmament littéraire de ce pays. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu as amené ta bande qui est avec toi. Oui, Jean-Michel, Joam. Allez, Joël, à bientôt. On va respirer. Place maintenant à mon deuxième invité. Allez, on respire.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, ça n'a jamais tué personne de lire, ça n'a jamais tué personne de charbonner son intelligence. Je vous invite à toujours vous investir en vous-même, à toujours lire, à vous faire une carte de bibliothèque, à fréquenter des librairies, à fréquenter des bouquinistes. Consommez le maximum de livres, ça vous apportera énormément de bonheur. Nous allons poursuivre dans cette randonnée des livres. Et vous, j'ai un deuxième invité. Tout le monde a vu sa gueule à la télévision. Slam Caraïbe avec Béo Monto comme étant mon co-animateur pour ce show qui avait bloqué la rue Chavannes. Et ça prouve qu'Haïti est un pays extrêmement riche. La poésie a bloqué une rue. La rue Chavannes était impraticable. Pourquoi? Parce que des mecs disaient des poèmes. Parce que des mecs faisaient du slam. Et le lauréat de ce concours de slam Caraïbe, il a même sa médaille autour du cou, c'est Makender Jean. Makender Jean, commence par un show. Tel un soleil de sang traversant le ciel diurne, sous l'averse ou sur la dune du désert du départ, espérant à la gare un nouveau jour, il part au bout des jours comme Ferdinand Bardamou, au bout de la nuit, marchand de rêves invétérés, incinérés, marchand qui crève tôt ou tard à l'instar de la petite Thaïlande, saoulé à mort sur le sable par la mer du Nord. Ayant le mal au fond, comme ils font du mal à ses enfants, enrôlés dans l'intifada ou à un homme chassé de la chada. Ayant le mal profond, tel un soldat bouffon, abattant de seul plomb, un réfugié dans un camp. À quand la fin de la fin et des carcans? Car quand mon âme lourde s'envole loin de toi et mon corps de ton décor où depuis la guerre errent les galères et la guerre autour du pain quotidien, il appert que l'air de l'humanité entière est tenté par la douleur de l'humaine unité. L'humaine unité Makender Jean. Bienvenue à Délivrez-vous. Voici donc une entrée fracassante et poétique et tout en slam. Makender Jean, tu fais du slam. Qu'est-ce que c'est que le slam? J'ai 15 ans, je regarde cette émission pour la première fois de ma vie. Je viens de t'écouter. Dis-moi, qu'est-ce que le slam? Bon, le slam par définition, qui veut dire claquer, claquer comme claquer des mots, mais ça va beaucoup plus loin car ça a pris naissance avec un boxeur nommé Max Smith qui a pris l'initiative de faire ce mouvement-là en vue de suppléer à un manquement, lequel, à l'époque, à Chicago, 1980 je crois, il y avait une sorte de pénurie de production poétique. Et surtout dans les milieux reculés, dans les ghettos, et ces hommes-là, ils se disaient, donc nous allons faire de la poésie à notre manière. Et ça a donné le slam, et qui est par définition que Grand Corps Malade, un grand slammer, défini comme du kung-fu verbal. C'est comme une sorte de lutte qui acharnée entre les mots. Ouais. Donc on essaie d'atteindre quelque chose avec les mots, on essaie de dire quelque chose, de s'épancher, quoi, d'aller vers l'autre. Tu as ta médaille autour du cou avec numéro 1. Vous étiez nombreux à prendre part à ce concours de slam Caraïbe. Tu te fais appeler Slam Alaikum quand même. Pourquoi Slam Alaikum? Une question qui retourne toujours. Ah ben oui. J'ai eu ça à cause de Kilti. Ah quand même. Malheureusement. Oui, Slam Alaikum comme Salam Alaikum. Et j'ai des amis qui m'appellent souvent Salam Alaikum. Pourtant c'est Slam Alaikum. Slam Alaikum,
c'est un pseudo qui m'inscrit dans une logique de gauche, comme je l'ai dit tantôt à RFI, d'Angelo, et dans une logique de refus, de dire non disons, aux subjectivités, aux mauvaises propositions de l'Occident et d'adopter ce côté-là, ce côté musulman, ce côté oriental et aussi les valeurs que comporte ce côté-là. Ouais. Donc c'est ça. Les valeurs de ce côté-là, on va continuer par la provocation poétique. On va essayer de faire un petit gag là. Si je te dis, oh ma Barigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps sur leurs tiges, que les vents bâillonnent au milieu des forêts qui résonnent de nos sens. Oh ma Barigor, d'avertige, il est magnifique. Après, tu peux balancer d'autres poètes. Hein. Si je te dis, ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, mais avec ma voix de tambour assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Et si je te dis, il dit le rose, mon poème, des échancrures de ciel saoulé. Il dit l'été, piqûre d'abeilles au sein des fleurs. Il dit de toi des Chose choses. rare, ton rire jette de l'eau dans le bassin. Tout mon poème est de toi, ma pensée faite chère, marga de ma résurrection, fleurs poussées dans ma poésie. Car il est dit dans mon poème, Marga aux mille et un baisers accrochés aux mille et un horizons. Marga faite d'eau, Marga de de chair chair et d'air, de pierre et de verdure. Moi, ça m'a surpris quand même, Mackinder. La femme, elle est faite de chair, d'air, de pierre et de verdure. Sur l'immense respiration des monts d'outre-océan. À un moment, il dit, partout dans mon poème, Marga est une lune en visite à la terre. Tu sais, à ce moment, Mackinder, j'ai fermé le livre. Je me suis dit, alors là, c'est la perfection poétique. Le mec, il dit, partout dans mon poème, Marga est une lune en visite à la terre. Vas-y, continue. Oui, donc Marga, elle n'est pas terrienne. Oui, pas du tout. Et tu sais que Marga n'était pas une grande littéraire. Hein. C'était, voilà, il faut rapidement dire aux gens qui nous regardent maintenant que Marga, c'est donc un poème célèbre de René Philoctète. Et le slammer que voici vient donc de faire plusieurs poètes là. Là, on a en même temps fait Castra, qui est l'un de nos meilleurs poètes qui malheureusement ne va pas bien en ce moment. Comment tu as rencontré Castra, sa poésie, Mackinder Jean? Bon, j'ai rencontré Castra disons, à l'atelier Franck Fouché, un atelier, disons, une troupe de théâtre dirigée par un certain Jean Cajou, un monsieur très sévère quant à la tâche, quant à la perfection dans le milieu littéraire. Donc l'atelier, c'est comme une sorte d'initiation à l'humanité, d'initiation à la découverte de l'autre et de soi. Donc, dans cette perspective-là, Jean Cajou lui-même nous a donné des poètes qui sont à même de faire preuve d'une dose d'humanité, comme par exemple Castora et tant d'autres. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Castora et ça m'a vraiment ébahi, j'ai continué à lire. Ouais. Alors, beaucoup de jeunes, tu as quel âge déjà? 21 ans. Tu as 21 ans. Beaucoup de jeunes de ta génération ne sont pas nécessairement portés vers les choses de l'esprit. Dis-moi, à ton avis, pourquoi des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans en Haïti n'ont aucun intérêt pour le savoir? Toi qui es de cette génération, moi je suis un petit peu vieux, j'ai quand même 52 ans cette année, donc mon bateau prend de l'eau. Donc je te demande de parler au nom des jeunes. Pourquoi des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans se refusent à l'intellection? Dans notre société. Oui, en Haïti. En Haïti. Donc, ça, c'est une question qui m'interpelle souvent, mais j'ai décidé de jeter ça aux oubliettes car j'ai vu une sorte de floraison, tu vois, une sorte de profusion de jeunes, surtout des lycéens, aux bibliothèques. Et j'ai souvenance de n'avoir jamais eu de tels souvenirs. En parlant de jeunes lycéens, un groupe même, des groupes de lycéens qui fréquentent des bibliothèques et qui ont une sorte de zèle vraiment incompréhensible et qui participent. Donc là, je ne vais pas dire que nous avons une génération qui est perdue, est-ce lecture, est-ce l'intellection. Mais je vais dire plutôt, comme a dit Gallimachus un jour, a big book is a big misfortune.
un grand livre est un grand malheur. Ces jeunes-là doivent savoir que malgré le malheur, ils persistent. Ils doivent être des malheureux heureux. Donc c'est de cette logique-là que moi, je m'inscris dans la logique de construire mon bonheur sur mon malheur. Oui, absolument. Et tu sais, il y a un paramètre que beaucoup de jeunes négligent. Tous les jeunes de ce pays veulent travailler, ce qui est légitime de vouloir gagner sa vie. Mais beaucoup refusent le chemin qui mène vers le travail. Pour avoir un travail, il faut déjà disposer d'un certain savoir-faire. Et ça, quel que soit le domaine qui puisse intéresser un jeune, la lecture est quand même un carrefour incontournable. Si un jeune s'intéresse par exemple à l'ébénisterie, il y a des livres sur l'ébénisterie. Si tu aimes la mécanique, il y a des livres sur la mécanique. Si tu aimes le cinéma, tu as des livres sur le cinéma. Donc, en même temps, si je m'en tiens à ta performance à Slam Caraïbes et aux performances des autres jeunes qui ont pris part à ce concours, ce pays a quand même une belle réserve de jeunes. Je sais que tu parles anglais aussi, Mackinder. Ça me donne envie de faire une provocation à l'écran. Peux-tu faire un poème en anglais? Tu en connais? Non, mais j'ai essayé d'écrire un texte de slam en anglais. En anglais? Oui, ça s'intitule Black in the World. C'est pour faire chier mon ami Jean d'Amérique. Il y a un texte qui c'est Back in the World. Moi, j'ai intitulé le mien Black in the World. Donc, je ne sais pas si... Ouais. Est-ce que tu l'as totalement en mémoire? Non, pas totalement, ouais. mais je peux vous faire... Oui. Je peux vous en faire quelques extraits, quoi. In the dark, I'm bleeding black blood. I'm a walk God. The wilderness is my witness. The wild thorns my crown. So from Jamaica to America, I'm a back in the world, because I'm a black in the world. Ouais, ah ben c'est déjà ça quoi. Ouais. Au moins on entend ta musique, ce qu'elle donne en anglais. Slam Caraïbes, tu es champion, ça fait quelques mois déjà, mais tu gardes quand même ta médaille de numéro 1. Ça t'a fait beaucoup plaisir de remporter ce concours? Quelle question banale, mais bon. Oui, ça m'a fait beaucoup plaisir, D'Angelo. Pourquoi? Parce que ça a été une expérience homérique, et une expérience que je n'ai pas le droit d'oublier. Donc cette expérience-là m'a appris beaucoup de choses, m'a lancé dans une perspective d'apprendre des autres jeunes, des gens dont on dit qu'ils sont de l'engeance, qui ne sont pas vraiment dans la marge des choses qui fonctionnent. Ouais. Donc là, je me suis dit que cette expérience-là, non seulement elle va ajouter quelque chose de plus-value à ma carrière professionnelle et artistique, et également je me suis dit que cette expérience-là, elle ne sera pas une expérience ratée, car j'aurai 10 000 fois le plaisir d'être le champion, le premier. Ouais. C'est la principale raison pour laquelle je garde ma médaille et partout où je suis. Ouais. Elle est Absolument. Mais dans ton panthéon personnel, Mackinder Jean, qui sont ces écrivains qui t'ont marqué, influencé? Est-ce que tu as des écrivains qui te sont restés comme ça au travers de la gorge? Qui sont-ils? Pluriels sont ces écrivains-là. Celui qui me monte tout de suite à la tête, c'est Pambou Yokas. C'est un auteur gréco-canadien dont je parle souvent à une émission que je co-anime sur la radio Espace. C'est un livre qui m'a vraiment marqué. Ce livre, c'est L'homme qui voulait boire la mer. Ce livre-là m'a profondément marqué et ça a changé ma vision de la vie, ça a changé ma vision de l'autre, ma vision de ce qu'on appelle l'univers onirique. Ouais, l'homme qui voulait boire la mer. Mais le titre, quand même, c'est quelque chose aussi. Hein? Il est surprenant, le titre. Un homme qui veut boire la mer. Voici donc une première recommandation de lecture. Tu as une deuxième prescription, docteur? Oui, c'est The Old Man and the Sea, Le vieil homme et la mer. Quel livre, Hemingway. Ouais, quel livre. Quand même, quelle foi dans la persévérance. Oui. Mais ce livre-là, tu l'as rencontré, avec quel âge? C'est tout récemment ou ça fait un petit temps? J'étais en philo. Bon, tout récemment. Oui, tout récemment, tu étais en philo, en effet. Oui, Ouais. et je l'ai lu en anglais.
Ok. En anglais. Donc la langue d'origine, quoi. Oui, mes premières lectures ont été faites en anglais. Donc, je parle toujours de cela à l'émission. Et Mathilda de Roald Dahl, un auteur américain, There's a boy in the girl's bathroom, il y a un garçon dans la douche des filles, et tant d'autres. Les livres de Tolkien, par exemple, The Lord of the Rings, dont j'ai la collection chez moi, et qu'un très grand ami, c'est Koutchev, m'a fait cadeau de cette collection-là. Attends, tu as lu Le Seigneur des Anneaux? Oui. Donc tu Toute as... la collection en anglais, j'ai toute la collection chez moi. The Return of the King, le retour du roi, The Fellowship of the Ring, la communauté de l'anneau et The Two Towers, les deux Ouais. tours. Donc voici plusieurs propositions de lecture là. Le Seigneur des Anneaux, moi honnêtement, je n'ai pas lu Tolkien, j'ai vu le film. Voici donc un déficit énorme. Tu sais, les films, des fois, ça nous met dans une paresse. Hein. Oui, c'est vrai. Déjà, le film, pour te dire honnêtement, m'a pas surpris par-dessus tout. J'ai jamais été fan du Seigneur des Anneaux. C'est peut-être pour ça que j'ai pas lu Tolkien. Mais c'est une recommandation de lecture importante que tu fais là. Tu aurais d'autres recommandations de lecture à d'autres jeunes qui ont 20 ans comme toi, 21 ans, qui n'aiment pas lire? Mais tu pourrais m'aider, je t'ai envoyé la liste. Oui, c'est vrai, mais tu sais, ma mémoire, Et elle fonctionne comme un il y a trou. Le Coin de l'Histoire que j'ai lu tout récemment, de Charles Dupuis, qui m'a vraiment marqué. Ce n'est pas un texte littéraire à proprement parler, mais manuel d'histoire ou livre d'histoire qui est écrit dans une langue vraiment fluide, vraiment littéraire. Donc Charles Dupuis me saisit avec cette écriture-là qui n'est pas une écriture d'historien, qui est beaucoup plus une écriture de littéraire, de littérature même. Ouais. Mackinder Jean, lorsqu'on a 20 ans, comme toi, 20 ans, 21 ans, qu'est-ce qu'on a comme projet? Quels sont tes projets? Bon, mes projets sont celui dont parle Nietzsche. C'est le projet de devenir un homme. C'est l'appel au Ecce Homo. Donc, c'est ça mon plus grand projet. C'est mon projet de vie, c'est de devenir un homme par-dessus tout. Ouais. Un homme qui écrit. Qui écrit, un homme qui peut dire qu'il a réalisé sa part de vie et qui peut dire également qu'il a su donner sa quote-part à la réalisation du développement social, du développement humain. C'est tout ça. Ouais, Philoctète aimait dire faire sa part de don. Oui. C'était sa formule consacrée. Slam Caraïbe, tu te rappelles de ton premier texte, le premier que tu avais balancé? Tu veux le Au balancer concours? là, à Délivrez-vous au concours. Ah oui. Le premier que tu avais balancé. C'est les rumeurs. Ah ben, C'est ça. surprends les téléspectateurs et téléspectatrices Délivrez-vous avec les rumeurs. Quand dans les rues meurent les rumeurs, slamant contre vents et marées accrues, c'est l'amant des monticules ridicules des mots, s'alarmant pour une virgule. Il est l'ongle magique du doigt qui sonde la parole, l'angle lyrique dont le rôle est de mesurer la démesureux des fissures et des ratures, de l'azur et de l'usure, l'usurpation d'une passion en gestation de crispation, passion de Christ, de poète évadé, des dés déjà jetés dans le sang évanescent du passé. Car qui dit clameur, dit clame, meurt des coups de rumeur, des casseurs d'espoir, des briseurs de brise et de braise, des buveurs de rhum, de rimes et de rêves. Et même si rêve et rire ne riment pas, celui qui ne rêve et ne rit pas ne rime pas, alors islam levant, islam lovant, islam os, islam si, islam dans, islam occident, islam le temps, islam l'autant, islam l'islam, islam l'âme, slalom, entre l'âme et l'homme, islam l'homme. Du tremplin de son âme, rempli de plis étranges, il plonge dans un trop-plein de songes ouverts, tout vert. C'est le jardinier d'un jardin nié, d'un Éden non découvert. Celui de l'art, celui de l'âme, le meilleur slameur est un mauvais chasseur. Vous savez pourquoi? Parce que son arme la plus meurtrière, c'est la même qui l'a rendu meurtri hier. Cette arme, c'est son âme, la seule pouvant calmer le vent violent de l'inhumanité chez l'homme. Alors islam levant, islam lovant, islam os, islam si, islam dans, islam occident, islam le temps, islam l'autant, islam l'islam, islam l'âme, slalom, entre l'âme et l'homme, islam l'homme. Les rumeurs, Mackinder Jean. Et dis-moi, quand tu écris, parce que le slam demande
une technique d'écriture particulière. Quand tu écris, est-ce que tu slams? Est-ce que tu dis ton texte en même temps? Est-ce que tu fais Islam Novant, Islam Novant? Est-ce que tu dis le texte en l'écrivant? Pas nécessairement, mais parfois, je dis le texte afin de mieux me retrouver dans le rythme, la musicalité, afin de faire ce que Roman Jacobson dit, c'est de faire la rencontre entre le phonème et le sémantique, quoi. Ouais. Donc les mots se communiquent sémantiquement et phonétiquement. Donc ça m'incite souvent à dire pour trouver davantage la musicalité. J'ai mon questionnaire de Proust avec moi, Mackinder Jean. Quel est le principal trait de ton caractère? Je suis un peu goguenard. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? C'est la sincérité. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? La souplesse. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur capacité à me dire au visage ce que j'ai de négatif. Et quel est ton principal défaut? C'est celui de ne pas voir mon défaut. Quelle est ton occupation préférée? La lecture, Quel serait ton plus grand malheur? un grand livre. Qu'est-ce que tu voudrais être à part être slammer, écrivain? Un chanteur qui chante la vie. Quel est le pays où tu désirerais vivre à part Haïti? Québec, Quel est ton mot préféré? la solitude, solitude. Il y a un mot que tu détestes? Oui, Lequel? c'est le non-vivre ensemble ou disons quelque chose qui est contre la solidarité. Quels sont tes poètes préférés? Allen Ginsberg de la Beat Generation aux États-Unis. J'adore Baudelaire, Georges Cassera, Franck Fouché. Poète, pas poète majeur, mais poète. Il savait vraiment écrire, il n'a pas beaucoup de textes poétiques, mais Franck Fouché. Victor Hugo, j'adore Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Moi, j'ai 14 ans quand je tombe sur ce poème, Mackinder Jean, j'ai tremblé. Demain, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Mais bon, je retourne à mon questionnaire. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Éboueur, Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? un laurier, Quel est le son, le bruit que tu détestes? le son, le bruit du fracas, du chaos. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Bill O'Varine, Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? grandir chaque matin sans la présence d'une rosée. Tu as une devise? Oui, Quelle est ta devise? ma devise c'est être quelqu'un de particulier, réussir et rien que réussir. Quel est ton juron préféré? Sale connard, Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? je déteste le mensonge par-dessus tout. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Que je suis élu pour le paradis, promis. Mais tu crois en Dieu? Pas vraiment, Ah bon? non, pas vraiment. Mais Mackinder et l'enfer et tout. Bon, si je ne crois pas en Dieu, je ne vois pas pourquoi je devrais croire. Parce que Dieu, au fait, c'est un Enfer, challenge, quoi. c'est un challenge qu'il fait. Oui. Dis-nous, Mackinder Jean, quel est ton état d'esprit actuel? Actuellement, je suis un peu stressé. Un peu stressé. Pourquoi? C'est bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir une dose de stress pour mieux faire la chose. Ouais.
C'est un stress chronique, comme tu as l'habitude de le dire. C'est un stress qui peut être extrêmement productif. Mackinder Jean, nous sommes vraiment sur la dernière ligne de cette émission. Nous allons toujours continuer avec ta logique de conseil et de recommandation. Donne 2 raisons à un jeune garçon de ton âge pour qu'il se mette à lire. Un mec qui a 21 ans comme toi, qui n'aime pas lire, ou bien les parents l'invitent à lire mais il ne veut pas. Donne 2 raisons clairement formulées. Maurice Blanchot, l'auteur de l'Espace littéraire, a dit que la poésie ou encore la littérature est une parole essentielle. Une parole essentielle, c'est celle qui n'impose rien, mais qui s'impose d'elle-même car elle est en elle-même imposante. Donc, la littérature, la lecture, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, ces jeunes-là devraient lire afin de participer à l'obtention de l'essentiel. Ouais. Et deuxième raison, Mais c'est bien comme première raison quand même, parce que lire, ça nous donne l'occasion de nous accaparer de l'essentiel. Parce que les gens oublient ce fait. Dans la vie, il y a l'essentiel et le facultatif. La deuxième raison. La deuxième raison que je partage souvent avec les jeunes de mon quartier, Carrefourfeuille, et c'est... Mais on vient du même quartier. Moi, ce n'est pas Rigal. Moi, Impasse dit. Ah ben, nous sommes quand même dans 2 impasses. C'est toujours Carrefourfeuille. Oui. Oui, la deuxième raison. Oui. Donc souvent, la vie ne nous fournit pas les choses nécessaires, les éléments nécessaires à sa compréhension même. Donc, pour ne pas paraphraser Fernando Pessoa, il devrait lire parce que la vie en elle-même n'est pas suffisante. Ouais. Mais Fernando Pessoa, quel écrivain aussi. Je n'ai pas arrêté dans la rubrique temporelle de cette émission de proposer du Fernando Pessoa, grand nom de la poésie portugaise, qui a inventé des hétéronymes. Parce qu'au fait, il écrit à un moment, tu sais, quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, j'ai gardé un vers de Alveiro de Campos. Dans ma tête, c'est quelqu'un qui existait vraiment. Pourtant, c'est l'un des hétéronymes de Fernando Pessoa. Et j'avais inscrit un vers de Fernando Pessoa dans ma chambre. Vous dites que je suis double, mais non, je suis immense. Et puis tu sais ce qui s'est passé, Mackinder? En prenant ma douche, généralement, je mettais ce vers en chanson. Vous dites que je suis double, vous dites que je suis double, mais non, je suis immense. Puis j'ai des voisines, 3 filles qui habitaient au rez-de-chaussée. Une fois, je rentre chez moi tranquillement, j'écoute les voisines qui, à la base, n'aimaient pas du tout la littérature. Les voisines qui disaient entre elles, vous dites que je suis double. L'autre qui répond, mais non, je suis immense. Mais c'est pour te dire que ce pays a quand même une sensibilité pour les choses de l'esprit. Hein. On ne va pas tirer à boulet rouge sur Haïti. Oui. Non, on ne devrait pas. Oui, absolument. Pour l'instant, Mackinder, tu lis comment? Tu lis chez toi, dans une bibliothèque? Comment tu lis maintenant, dans ta cuisine personnelle? Je lis chez moi, surtout aux heures indues. Bon, le soir, j'adore lire la nuit. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça me met dans une ambiance beaucoup plus intime avec le livre. Ouais. Ça tue les bruits du dehors, ça tue aussi les bruits de l'intérieur pour se confier ou encore pour mieux effectuer ce partage entre toi et l'auteur. Donc tu préfères lire la nuit, tranquillement. Et comment tes parents réagissent quand tu lis la nuit? Oui, ça, automatiquement, c'est une anecdote. Ma mère, quand j'étais à Carrefour, ma mère m'arrachait souvent les livres des mains en me gueulant, en me disant que tu vas devenir fou. Et tu vois, si tu continues à lire tous ces livres-là, il y a toute une bibliothèque et tu as l'intention de lire toute cette bibliothèque-là, donc tu vas devenir fou. Ma mère, en pleine nuit, vers les 2 heures, les 3 heures du mat, elle se lève et elle me mate à cause de mes lectures. Ouais, carrément quoi. C'est vrai que les mères, mais c'est un cliché et c'est vraiment une fausse image que les gens ont de la lecture. Il y a des gens qui pensent qu'à force de lire, on peut sombrer dans la folie. C'est un cliché. C'est autant que tu lis, autant que tu te portes mieux. Autant que tu emmagasines du savoir et de la connaissance.
En ce moment, tu écris Mackinder, tu travailles sur un projet littéraire consistant, une nouvelle, un roman. Sur quoi tu es maintenant dans ton cabinet de création? Bon, je suis sur un projet, c'est un projet de conte scatologique. Tu vas dire pourquoi? Conte scatologique. Et il y a là-dedans un conte phare que j'aurais intitulé La richesse au cul d'une ânesse. C'est pour faire chier le système capitaliste criminel qui opère de manière criminelle dans le monde entier. Et c'est pourquoi je lis des auteurs comme Steinbeck, comme par exemple dans un texte qu'il a écrit que j'adore beaucoup, c'est The Grapes of Wrath, Les raisins de la colère, et que Lionel Trouillot, un auteur que j'adore, adore aussi. Les raisins de la colère, c'est un livre majeur à lire pour comprendre les horreurs du système, en effet. Et il y a aussi Germinal de Zola, Zola. Oui, qui s'inscrit également dans la même logique de défendre ces gens-là qui sont mal exploités. Donc tu te vois comme militant communiste? Tu te définirais comme ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Mais tu as ta lucidité sur le fonctionnement du système capitaliste. Oui. Veux-tu encore faire un petit show Mackinder? J'imagine qu'il y a plein de filles qui te regardent et qui se disent mais à quel moment il va faire un autre texte? Alors pourquoi leur faire attendre autant, hein? Vas-y. Ton image omniprésente sur l'itinéraire de mon poème poétise la poésie de mes mots en folie, sentimentalise le souffle de mes sentiments et théâtralise le théâtre de ton corps sur la balustrade de mon encre. Immortalise le reflet de ton sourire sur le miroir de mes pensées et dérationalise la raison de mes je t'aime sur la passion de mes folies. Je m'hypnotise, je m'immobilise, je me dépayse et je m'exile dans le zigzag de tes hanches, dans la symphonie de ta voix de marquise, de princesse et d'impératrice. Je retrace enfin l'itinéraire du temps dans le vide de ton absence. Et ma mémoire s'en va et se cache dans la puissance incinérante et incendiaire de ton regard, dans le bruit de tes pas, le foufou de tes vêtements. Je parle, je danse, je caresse et je me masturbe avec chaque mot et chaque phrase que tu as prononcé. Pour qu'enfin, cette symétrie mielleuse de Roméo et de Juliette nous rende symétriques. Mesdames et messieurs, délivrez-vous. Permettez que j'applaudisse Mackinder Jean. Permettez que j'applaudisse le premier invité que j'avais, Joël Salien. Permettez que j'applaudisse tout le staff technique de la radio-télévision Caraïbe qui me permet de vous présenter cette émission. Permettez que j'applaudisse Itpam qui nous accompagne pour le visuel de l'émission et sa présence sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que nous avons une page YouTube, que vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux. Écoutez, le secret est le suivant. Continuez à charbonner votre intelligence. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.